Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris visant d'éventuels faits de blanchiment, de fraude fiscale, le ministre du Budget salue la démarche qui permettra, dit-il, de démontrer sa parfaite innocence. Matignon affirme que cette enquête permettra d'établir la vérité face aux accusations du site Mediapart. La justice cherche à savoir si oui ou non Jérôme Cahuzac a détenu un compte en Suisse. Réaction dans ce journal de l'avocat de Mediapart, maître Jean-Pierre Mignard. François Hollande a présenté ses vœux aux autorités religieuses dans un contexte d'échanges tendus entre l'Église catholique et le gouvernement autour du projet du mariage pour tous. Le chef de l'État a tenu à rassurer son auditoire religieux quelques jours avant la manifestation qui se prépare contre le mariage homosexuel. Et puis c'est un sujet dont on parle peu ou pas, un sujet encore tabou dans l'armée, même si la grande muette, comme on l'appelle, commence à s'en préoccuper. Il s'agit des blessures psychiques dites invisibles. Les soldats reviennent en vie, mais cassés de l'intérieur. Il serait plus d'un demi-millier de retours d'Afghanistan à souffrir de ces troubles. Nous avons choisi d'en parler ce soir avec les principaux concernés et vous le verrez, des reportages bouleversants. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on débute ce journal par cette alerte de l'Institut de veille sanitaire. La qualité de l'air que nous respirons s'est fortement dégradée. C'est particulièrement vrai dans plusieurs grandes villes françaises où, vous allez le voir, la pollution serait à l'origine de nombreuses maladies graves. Les détails avec Fabrice Cunet. 7 mois à Marseille, 6 mois à Paris ou encore 3 mois à Toulouse. Si la pollution atmosphérique diminuait dans ces agglomérations, l'allongement de la durée de vie de leurs habitants serait significatif. C'est l'une des conclusions d'une vaste étude européenne. En Île-de-France, la situation s'améliore, mais les niveaux de particules fines dans l'air notamment restent bien au-dessus des seuils acceptables. Les facteurs sont multiples, les mesures à prendre également. Il n'y a pas une mesure qui résoudrait complètement le problème. Donc il faut agir sur les différentes sources, donc essentiellement le trafic routier, également le chauffage urbain, également les activités industrielles. Et c'est tout l'enjeu du plan de protection de l'atmosphère qui est en cours de révision actuellement, de voir justement quelles actions peuvent être prises pour améliorer nettement la qualité de l'air à l'horizon 2020. 2020, horizon lointain, trop lointain pour certains experts et politiques. Dans le collimateur, les voitures diesel notamment, une exception française particulièrement nocive selon les études, qui nécessiterait des mesures radicales. Pour faire en sorte qu'il y ait une autre taxation du gazole. On est le seul pays au monde où ça coûte moins cher alors que ça demande plus de pétrole que l'essence. Donc c'est tout à fait anormal. Par exemple, vous savez, au Japon, c'est interdit. C'est interdit parce qu'on a constaté une telle nocivité. D'autres mesures sont régulièrement évoquées, comme les péages urbains par exemple. Des mesures souvent impopulaires. L'étude européenne a pourtant chiffré le bénéfice économique d'une diminution significative du taux de particules fines, un bénéfice estimé à 5 millions d'euros par an et par agglomération. De quoi au moins faire réfléchir. Et dans l'actualité politique aujourd'hui, la rencontre entre François Fillon et Jean-François Copé. Et les deux hommes se sont entretenus à l'Assemblée nationale pour discuter de l'avenir de leur parti et concrétiser leur accord, avec pour priorité la mise en place d'une direction collégiale en attendant l'organisation d'un nouveau vote des militants en septembre. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Tourner la page et la tourner vite. François Fillon et Jean-François Copé commencent cette nouvelle année comme ils l'ont fini, en renouant le dialogue. Après un accord conclu le 17 décembre, les deux hommes se rencontrent aujourd'hui pour bâtir une direction collégiale à leur mouvement. Seulement 45 minutes d'échange dans le bureau de François Fillon pour discuter des modalités de leur accord. Et du côté des copéistes, l'optimisme est là. Ça s'est passé dans vraiment une très bonne ambiance et la volonté de construire et de respecter l'accord qui a été signé en fin d'année dernière. Et donc ils se sont mis d'accord sur la manière de construire l'équipe dirigeante avec cette volonté d'équilibre entre les partisans de l'un et de l'autre. Du côté des fillonistes, on est moins catégorique, même si le député Jérôme Chartier fait bonne figure. Une volonté, celle d'aller vite. L'objectif, c'est quoi? C'est de finaliser l'équipe dirigeante et dans les quelques jours à venir, cette équipe sera finalisée.
C'est en début de semaine prochaine que des noms devraient être annoncés. Même si les postes de direction sont déjà actés, restent des postes stratégiques qui devront être partagés entre copéistes, fillonistes, non alignés et représentants des différentes motions. Et c'est là que le bas pourrait blesser. La paix à l'UMP, oui, mais une paix où personne n'est encore prêt à baisser les armes. Le ministre du Budget qui rejette en bloc et en détail, comme il l'a souvent dit, les accusations de Mediapart fait l'objet d'une enquête préliminaire du parquet de Paris pour blanchiment de fraude fiscale. Il s'agit de vérifier s'il a possédé un compte en Suisse. Ce soir, Jérôme Cahuzac se dit satisfait de la démarche. Matignon estime que cette enquête permettra d'établir la vérité que réclame le ministre. Et l'Élysée, de son côté, fait savoir que le soutien au ministre du Budget est total. Le détail avec Julie Hulin. Le ministre du Budget n'a cessé de démentir les accusations portées contre lui. L'affaire semble pourtant loin d'être terminée. Le parquet de Paris a annoncé cet après-midi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. Objectif, vérifier si le ministre délégué au budget a détenu un compte en Suisse. Une accusation portée par le site Mediapart s'appuyant sur une conversation enregistrée où un homme, présenté comme Jérôme Cahuzac, évoque son compte dans une banque suisse. L'ouverture de l'enquête devrait permettre au procureur de vérifier le contenu de cet enregistrement. Jérôme Cahuzac, qui a déjà déposé plainte pour diffamation, n'a pas tardé à réagir cet après-midi. Un communiqué dans lequel il salue l'ouverture d'une enquête qui permettra, selon lui, de démontrer sa complète innocence des accusations absurdes dont il fait l'objet. Le président et le Premier ministre ont ce soir réaffirmé leur soutien au ministre. À l'issue de ces investigations, le parquet peut classer l'enquête sans suite, ouvrir une information judiciaire ou renvoyer l'affaire directement en jugement. Et concernant cette actualité, nous sommes en ligne avec l'avocat de Mediapart, maître Jean-Pierre Mignard. Bonsoir. Bonsoir madame. Le ministre Jérôme Cahuzac se dit satisfait de l'ouverture de ces enquêtes préliminaires qui permettra, dit-il, de démontrer son innocence. Et du côté de Mediapart, est-ce que vous êtes satisfait de la démarche du parquet ce soir? Mediapart demandait que des investigations soient entreprises sous la conduite du parquet de Paris, du parquet d'Agen, qui pouvaient être territorialement compétents tous les deux. C'est fait, donc Mediapart peut considérer, à ce stade en tout cas, que la justice fonctionne. Je dois préciser quand même si M. Cahuzac se réjouit, tant mieux, puisque tout le monde semble se réjouir ce soir, que c'est Mediapart qui demandait depuis longtemps l'ouverture de cette enquête préliminaire. Elle est faite, oui. Elle est décidée. Et d'ailleurs, je considère que c'est d'ailleurs un bon signe quant au fonctionnement de nos institutions et peut-être de ce qu'elles seront dans l'avenir, c'est-à-dire avec une indépendance du parquet vis-à-vis du pouvoir politique qui, ici, ne semble pas l'avoir freiné dans son intention d'ouvrir cette enquête. Alors, à présent, quels éléments nouveaux Mediapart peut-il transmettre à la justice, justement, pour la manifestation de la vérité? Ça, je dois vous dire, c'est aux journalistes qu'il appartient de répondre et pas à moi, qui ne suis que leur avocat. Il est certain de toute façon qu'il n'appartient pas aux journaux ou aux journalistes de se substituer à la justice. Ils n'en ont pas les moyens et ils n'en ont pas toujours le droit. Et il y a des investigations qui ne peuvent être conduites que par les juges ou sous la direction des magistrats. C'est ce qui va se faire avec la décision du parquet de Paris. Vous remarquerez quand même que, notamment, il n'y a pas d'ouverture de l'enquête du parquet de Paris sur la question notamment des faux, ou d'un enregistrement qui aurait été un faux. C'est-à-dire qu'on va travailler sur cet enregistrement qui semble peut-être être acquis. Oui, mais il reste à authentifier. Maître, cet enregistrement, il reste à authentifier tout de même. Oui, c'est précisément ce qui va être fait, mais vous remarquerez que l'enquête du parquet n'est pas sur un faux. L'enquête se fait sur l'éventualité d'un blanchiment de fraude fiscale et non pas sur la confection d'un faux. Cela fait un mois, depuis les accusations portées par Mediapart, que le ministre Cahuzac nie tout vigoureusement. Il l'a fait, il l'a nié dans les médias, à l'Assemblée nationale, il l'a fait sans doute devant le président de la République. Malgré tout, Mediapart n'a pas l'ombre d'un doute quant aux accusations portées à son encontre? Non, c'est pour ça que précisément, il est sain, je dirais bien sain, maintenant que ce soit à la justice de prendre le relais et d'investiguer avec les moyens qu'elle a, qui ne sont ni ceux du ministre, ni ceux du journal. Donc je crois que c'est une bonne chose et que c'est ce que tout le monde attendait. C'est un bon point et
les journalistes ne peuvent que s'en réjouir. Puisque M. Cahuzac s'en réjouit de son côté, je crois que ce soir, tout le monde se réjouit. C'est une bonne chose. On va préciser, maître, cette enquête préliminaire ne signifie pas, bien sûr, poursuite. Néanmoins, pendant la procédure, est-ce que Jérôme Cahuzac doit suspendre ses activités à Bercy, ses activités de ministre? Là, madame, c'est une décision qui n'appartient qu'à M. Cahuzac, dans un dialogue qui est entre lui et sa conscience, et deuxièmement, entre lui et le président de la République et le Premier ministre. C'est à personne d'autre pour le moment, et pour le moment, constatons simplement que Mediapart demandait à ce qu'une enquête préliminaire soit ouverte sur cette question. Elle l'est, et on ne peut que s'en satisfaire. Pour terminer, maître Mignard, on va rappeler que vous êtes au Parti Socialiste, que vous êtes un proche de François Hollande, vous êtes, je crois, le parrain de l'un de ses fils, et vous défendez aujourd'hui ceux qui accusent l'un des ministres les plus en vue de François Hollande, ce qui fragilise forcément l'exécutif. Qu'en pense votre ami François Hollande? Non, et comment vous en accommodez? Écoutez, je pense que la vérité ne fragilise jamais personne. Ce qui fragilise, c'est de s'opposer à la vérité. Je constate que ce soir, le parquet de Paris, le procureur de la République de Paris, a ouvert une enquête préliminaire susceptible de mettre en cause, c'est pas évident, on verra, susceptible de mettre en cause M. Cahuzac, un membre du gouvernement de M. Ayrault, et donc je considère que c'est bien, car le pouvoir politique ne freine pas l'action de la justice. Certes, et là, je crois que c'est vraiment un progrès. Hein. Certes, mais vous connaissez bien François Hollande, est-ce que vous en avez parlé avec lui? Non. Directement. Non, je ne lui en ai pas parlé directement. Je vais vous faire une confidence. Lui en aurais-je parlé que je n'en dirai rien. Je suis effectivement sur ce point tenu à un certain nombre de règles de secret professionnel. Je n'ai pas effectivement à faire état de conversation avec quiconque. Je me permettrai simplement vraiment d'insister sur le fait qu'un membre du gouvernement susceptible d'être mis en cause, mais qui bénéficie encore évidemment de la présomption d'innocence, il y a une enquête du parquet de Paris. C'est un progrès, madame. C'est un progrès parce que jusqu'ici, toutes les affaires qui concernaient les membres des gouvernements, des blocs au pouvoir, quels qu'ils soient, étaient freinées. Je trouve vraiment que c'est un progrès. Et je ne peux que m'en réjouir, quelle que soit la solution trouvée par cette enquête. Merci beaucoup, maître Mignard. Je vous en prie, madame. L'avocat de Mediapart. Merci d'avoir été avec nous en direct. Alors, on va continuer à évoquer cette actualité avec notre chroniqueur, Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Sonia. Jean-Louis, revenons ensemble sur l'intitulé de cette enquête préliminaire. Blanchiment pour fraude fiscale. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, d'abord, il y a une fraude fiscale. Enfin, il y a une enquête préliminaire sur une supposée fraude fiscale, qui est un crime. Ensuite, il y a un deuxième aspect. Une fois que la fraude fiscale est prouvée, si jamais elle peut l'être, il y a un deuxième volet qui est, bon, qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai fraudé au fisc? Direction la Suisse. Tout le monde peut ouvrir un compte en Suisse. Avec 1 000 €, vous ouvrez votre compte dans l'une des 400 banques qui existent en Suisse. Là, il s'agirait de l'Union des banques suisses, l'UBS. Et puis, si vous voulez quelque chose d'un peu plus sophistiqué, un compte numéroté, il faut aller jusqu'à 100 000 €. Là, vous avez votre compte numéroté. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Tout le monde peut ouvrir un compte, mais il faut le déclarer au fisc. Si vous voulez être en règle, si vous êtes un résident fiscal français, il faut le déclarer. Et là, il s'agirait donc d'un compte qui n'aurait pas été déclaré parce que issu d'une fraude fiscale. Et là, donc, on passe à un deuxième aspect, le blanchiment de la fraude fiscale, puisqu'on est dans un compte en Suisse, parce que ce compte va travailler, vous allez acheter des parts dans des sociétés, du foncier, voire vous avez possibilité aussi de le transférer, et c'est l'une des accusations portées par Mediapart à l'encontre de M. Cahuzac, notamment, par exemple, à Singapour. Alors, M. Cahuzac a dit déjà dès le 6 décembre, je demande, comme l'avait fait d'ailleurs Alain Minc en 2006, lorsqu'il avait été accusé d'avoir un compte en Suisse caché, je demande à la banque UBS de dire si oui ou non j'ai eu un compte chez elle. Aujourd'hui d'ailleurs, si vous voulez un compte en Suisse à partir d'une fraude fiscale, ce n'est pas possible parce que les banques suisses ont signé un accord avec les autorités françaises, notamment le gouvernement suisse, qui demande une déclaration comme quoi effectivement tout est en net. Et si le gouvernement français, ce qui risque de se passer à l'occasion de cette enquête préliminaire, demande qu'on prouve qu'il n'y a pas ou qu'il y a compte en Suisse, les banquiers suisses sont obligés. Mais le problème, c'est que le compte dont on dit question date de 2000. À l'époque, les Suisses n'avaient pas du tout signé un tel accord. Et ensuite, le compte peut très bien être ouvert au nom d'un prête-nom, de quelqu'un d'autre, d'une société. Et donc c'est pour ça que cette affaire est assez malsaine, parce que même si M. Cahuzac est innocenté dans cette histoire, il restera toujours un doute
parce qu'effectivement, ça peut être ouvert au nom de quelqu'un d'autre. Voilà, on va préciser en un mot, Jean-Louis, que Jérôme Cahuzac n'est pas, j'allais dire n'importe quel ministre, c'est une pièce maîtresse du dispositif de François Hollande. D'abord, c'est l'homme des 3%, c'est aussi l'homme qui est chargé de lutter contre la fraude fiscale. D'ailleurs, il y a une inscription au budget 2013, comme quoi on récoltera 1 milliard d'euros en plus grâce à la lutte contre la fraude fiscale. Et c'est un homme qui est une pièce maîtresse de l'échiquier de François Hollande, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Louis Gombaud, pour cette analyse. Et comme tous les mardis soirs à présent, elle nous dit tout sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est la chronique Net d'info de Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors dites-nous, c'est sur Twitter que ça se passe encore. Et oui Sonia, le petit oiseau bleu ne chante pas toujours juste. Depuis des semaines, Twitter est au cœur de l'actualité avec la multiplication de messages racistes, homophobes et antisémites. Alors après la tribune de Najat Vallaud-Belkacem qui a vu rouge en décembre dernier, nouvel épisode ce matin. Une audience en référé a eu lieu au tribunal de grande instance de Paris. Twitter était en effet assigné en justice par l'Union des étudiants juifs de France, après donc des tweets antisémites. Résultat, le réseau social affirme qu'il ne donnera pas l'identité des auteurs des messages xénophobes sans l'aval de la justice américaine. Alors je vous propose d'écouter la réaction du président de l'UEJF. Si Twitter a les yeux rivés sur la loi américaine, nous leur demandons ici d'appliquer le droit français, qui est un pays où nous avons une des législations les plus complètes en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il suffit de l'appliquer et c'est ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui. C'est en tout cas, Sonia, le 24 janvier prochain que la juge des référés donnera sa décision et dira si elle est compétente pour juger cette affaire. On en reparlera, mais Caroline, est-ce que Twitter, c'est une zone de non-droit, une sorte de réceptacle des pires dérives? Alors, c'est ce que dénonce l'Union des étudiants juifs de France. D'un point de vue juridique, donc on l'a vu, Twitter, basé aux États-Unis, est soumis à la loi américaine, où, vous le savez, la liberté d'expression prime sur tout le reste. Ce que reconnaît d'ailleurs Fleur Pellerin, la ministre à l'économie numérique, pour qui, je cite, « Tout cela s'inscrit davantage dans une négociation que dans un combat juridique ». Alors, oui. Elle se mouille pas trop, quoi, en gros. Hein. Alors, du point de vue des usages, le cas Twitter est un peu particulier, hein, il faut dire, par rapport aux autres réseaux sociaux, puisqu'il y a le système des mots-clés. Ce sont les fameux hashtags qui permet aux internautes, en fait, de retrouver très facilement les sujets de discussion. Donc, concrètement, si le hashtag est utilisé par de nombreux utilisateurs, il va se retrouver dans les tendances de Twitter, autrement dit, dans les sujets les plus visibles. Et c'est souvent en fait une sorte de défi que se lancent les twittos, et notamment les plus jeunes d'entre eux, qui veulent en fait voir leur hashtag apparaître dans les tendances de Twitter. Si bien qu'un bon juif, si mon fils était gay et d'autres mots-clés abjects se sont ainsi retrouvés plusieurs mois sur la première marche du podium. Alors moi j'ai envie de dire, plutôt que de parler de zone de non-droit ou de musée des horreurs, parce que sur le web il y a le pire et le meilleur, hein, c'est comme dans la vie, il faudrait peut-être plutôt songer à sensibiliser les internautes, à les éduquer et pourquoi pas à réfléchir, Sonia, à une forme d'autorégulation. Alors voilà ce qui s'est passé sur Twitter, le web à présent, Caroline. Quelle actualité? Alors aujourd'hui, le cœur du net a battu plus vite et plus fort au rythme du nouveau single de David Bowie. C'était une surprise ce matin, le jour des 66 ans. Le cœur de Jean-Louis aussi a battu. Hein. C'est vrai, c'est un fan. Idole, hein. Ah, c'est son idole, je le sais. Et ben voilà, on écoute un extrait. La voix est super. A man lost in time. Near Cardiff, just walking the dead. L'album sort en mars, hein, Jean-Louis. Ah bon. Il l'a déjà noté. Merci beaucoup, Caroline. On se retrouve mardi. Jean-Louis, on se retrouve demain. Et tout de suite, la suite du 22h. Dans un instant, le débat du mardi soir avec un sujet dont on parle peu ou pas. Alors que l'armée française poursuit son retrait d'Afghanistan, pour la majorité des Français, pour la majorité d'entre nous, cette guerre ne sera bientôt plus qu'un vague souvenir. D'autres, au contraire, seront marqués à vie. Les blessures de ces soldats sont invisibles, mais elles n'en sont pas moins graves que les blessures physiques. Le mal qui les ronge s'appelle le stress post-traumatique. Le débat, c'est juste après le tour de l'info qui est préparé ce soir par Cécile Sixou.
Après 2 jours de réunion extraordinaire, l'entreprise Virgin va déposer le bilan. Un subterfuge selon les représentants des salariés qui accusent l'actionnaire de ne pas vouloir financer le volet social et les pertes d'emplois. S'il a un projet en lequel il croit encore, pourquoi il a déposé le bilan? Donc mettons en œuvre le projet qu'il souhaite porter. Mais à mon avis, il ne souhaite porter aucun projet au jour d'aujourd'hui. La seule chose qui l'intéresse, c'est de se retrouver couvert par le tribunal pour ne pas avoir à payer les dettes qui sont actées aujourd'hui. Les syndicats appellent à la mobilisation demain devant les magasins. Finalement, Jean-François Copé ne sera pas poursuivi par le Conseil français du culte musulman pour ses déclarations controversées sur le pain au chocolat. À l'origine de ce retrait de plainte, une rencontre entre le président de l'UMP et le bureau du CFCM, où Jean-François Copé a exprimé des regrets. En octobre dernier, il avait évoqué lors d'un meeting le cas d'un jeune s'étant fait arracher son pain au chocolat par des voyous au motif qu'on ne mange pas au Ramadan. Rosita d'Estival a retracé toute sa généalogie et il n'y a pas de doute, cette Française d'origine guadeloupéenne a bien des ancêtres esclaves. Elle demande donc réparation 150 ans après l'abolition de l'esclavage et assigne l'État français en justice pour crimes contre l'humanité. Je veux collectivement obtenir réparation, c'est-à-dire faire prendre conscience à la société qu'en tant que descendant d'esclaves, je me sens toujours en dehors du corps social. La démarche est soutenue par le Conseil représentatif des associations noires de France. À 73 ans, Jack Lang pourrait reprendre du service. Après sa défaite aux législatives en juin dernier, l'ancien ministre de la Culture serait en bonne voie pour prendre la tête de l'Institut du monde arabe. Son nom a été proposé par le ministère des Affaires étrangères aux 22 pays arabes partenaires. Il remplacerait Renaud Muselier. Plantu imagine dans Le Monde comment aurait pu se passer l'audience de Gérard Depardieu si l'acteur s'était présenté devant les juges aujourd'hui. Autant dire que ce n'est pas beau à voir. La France entre dans la dernière phase du retrait de ses troupes d'Afghanistan et prévoit qu'il ne restera plus que 500 soldats mi-2013 afin de préparer le départ final. C'est ce qu'a affirmé le président Hollande et ce qu'il rappellera probablement demain lors de ses vœux aux armées. Nos pensées vont bien sûr aux soldats morts sur le terrain et à leurs familles, également aux blessés de retour en France, mais d'autres militaires souffrent aussi de blessures invisibles celles-ci. Il serait plus d'1 millier. Ce sont les blessés psychiques victimes du syndrome post-traumatique. On en parle dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, regardez ce reportage autour d'un militaire français grièvement blessé sur le terrain afghan. Il est parachutiste au 3e régiment d'infanterie de marine de Carcassonne. Il a accepté de nous parler de ce long combat sur le chemin de la reconstruction. C'est un reportage de Mounir Soussi. C'était il y a 1 an et demi. Le 7 septembre 2011, la vie de ce soldat a basculé. Pris dans une embuscade dans un village afghan en Kapisa, il a frôlé la mort. Un de ses compagnons d'armes ne reviendra pas. Donc c'était un village de Mobayan. C'était un endroit qu'on avait repéré notamment pour les tirs de roquettes. Donc en déplacement de nuit, à partir de 2h du matin, sur une infiltre. Sur l'exfiltration, on a été accroché, et puis blessé à 8h40 du matin, je crois. Lourdement blessé, il est évacué sur une base américaine avant d'être rapatrié en France et soigné à l'hôpital militaire Percy de Clamart. Après 30 jours de coma, le diagnostic tombe. Les séquelles, c'est notamment au niveau du bras gauche. Voilà, parce que c'est les éclats d'une grenade qui m'ont sectionné, arraché au niveau dessous du bras gauche. Et ensuite, voilà, ce sont des pertes d'organes que j'ai eues suite aux éclats que j'ai reçus dans le dos. S'ensuivent plusieurs mois d'hospitalisation avant le retour sur la base, mais son quotidien a changé. Adjudant d'Aurore, GCP. Ce soldat d'élite doit maintenant négocier un virage à 180 degrés dans sa carrière. Oui, le terrain maintenant pour moi c'est terminé, même si des fois j'essaie de les accompagner sur certaines activités quand même. Mais maintenant c'est moi qui prend en compte tout le côté administratif et logistique pour eux. Voilà. Sa hiérarchie aménage son emploi du temps, lui laissant ses après-midi libres pour recevoir des soins.
Le soutien, il s'adapte effectivement aux victimes, au conflit sur lequel il y est donc les armées. Malgré les épreuves, ce blessé de guerre refuse de regarder en arrière. Donc on sait que forcément nos projets, les différents projets ou l'avenir sera différent suite à la blessure. Mais on se donne des objectifs et on va de l'avant. En fait, on continue. Mais il n'est pas totalement rétabli et d'autres opérations l'attendent. Alors seulement, il pourra envisager son avenir au sein de l'institution militaire. Dans un premier temps, c'est vraiment me consolider. Une fois que je serai consolidé, là je ferai un point médical et on verra ce que je suis capable de faire, de plus faire. Et à ce moment-là, on trouvera un emploi suite à mon handicap. Comme lui, plus de 700 blessés graves en Afghanistan cherchent à retrouver leur place dans l'armée ou le civil. Plus de 700 hommes blessés dans leur chair, auxquels il faut ajouter les 500 victimes de blessures invisibles. Et avec nous sur le plateau du 22h ce soir, le lieutenant-colonel Thierry Malou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. On peut résumer la mission, je le dis sous votre contrôle, de cette cellule en disant que c'est la tour de contrôle des blessés et des familles de soldats décédés de l'armée de terre. Oui, c'est ça, une tour de contrôle, c'est-à-dire en mesure d'accompagner et de suivre tous les blessés depuis leur arrivée à Percy, dans un hôpital militaire français, jusqu'à leur insertion avec tous ces passages et ces étapes dont parle très bien le chef d'orchestre. Avec nous également Caroline Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Paris Match, vous êtes co-réalisatrice du film dont on verra un extrait tout à l'heure, Syndrome afghan, les soldats oubliés de la France, qui a été diffusé dernièrement sur France 3. Merci d'être avec nous. Le médecin en chef Patrick de Villiers est là, bonsoir. Vous êtes chef du bureau médico-psychologique de la direction centrale du service de santé des armées. Alors je précise que ce service a pour mission prioritaire le soutien médico-chirurgical aux forces armées. C'est bien ça, mais le soutien psychologique. Également. Et Jérôme Burin-Desrosiers, bonsoir. Vous êtes grand reporter, rédacteur en chef de Ligne de Front. Vous êtes aussi réalisateur du documentaire Papa s'en va en guerre, qui sera diffusé prochainement sur France 2. Vous avez peut-être la date ? Non, pas encore, mais c'est très bientôt. Et je vais préciser que vous êtes également ancien officier. Merci d'être là. Alors, nous avons vu dans notre reportage un blessé de guerre physique, j'allais dire, sur le terrain afghan, avec le syndrome de stress post-traumatique. On est dans le domaine des blessures invisibles. D'abord, par quoi ça se traduit, Patrick de Villiers, concrètement ? Alors, ça se traduit, il faut d'abord dire que donc, ce sont des blessés psychiques, ce qu'on appelle le traumatisme psychique, il va être exposé à ça, c'est-à-dire la rencontre avec le réel de la mort, dans la surprise, l'effroi et les sensations d'impuissance. Et ça se traduit par des symptômes de reviviscence, notamment avec des cauchemars très violents, et puis également ce qu'on appelle des flashbacks dans la journée, où la scène repasse comme dans un film, sans qu'on l'ait convoqué, et puis également donc une hyperactivité neurovégétative, on est toujours stressé. En état de vigilance tout le temps ? En état de vigilance permanente, oui. Et puis des symptômes d'évitement. Voilà, donc ça c'est le nucléaire oui. de l'état de Alors Caroline stress. Fontaine, justement, vous avez rencontré ces militaires, ces soldats. Ils ont vu l'innommable. C'est une rencontre avec la mort. Et ce sont des cauchemars qui sont récurrents. Certains parlent de cauchemars qu'ils ont des centaines de fois, des scènes qu'ils revoient des centaines de fois dans la journée. Oui, je crois qu'ils ont rencontré, je parle sous le contrôle du médecin, qu'ils ont rencontré la mort et c'est quelque chose qu'on ne doit pas rencontrer, qu'on ne peut pas. Nous, on sait qu'on est mortel, mais au fond de nous-mêmes, on ne le sait pas vraiment. Et donc, on peut prendre des risques, on peut faire nos courses, on peut sortir de chez nous. Eux, ils savent qu'ils sont mortels et ils le savent vraiment, d'une manière qui est juste invivable. Vous avez rencontré ces hommes. Pour eux, est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle guerre qui commence, une bataille contre eux-mêmes ? Oui, j'imagine, c'est d'abord contre eux-mêmes, contre les autres, parfois aussi contre l'institution. Il faut qu'ils acceptent qu'ils sont blessés, ils ont une blessure qui est quand même assez taboue encore, même si l'armée fait des progrès, mais parce que la valeur militaire, c'est l'héroïsme, etc. Et c'est vrai que cette blessure, elle dit quelque chose d'autre, elle dit à leurs yeux la faiblesse, ce qui est... Peut-être même la honte, la pudeur, on en parlera oui, en voilà, détail. On va parler de exactement. ce chiffre qu'on a évoqué dans le reportage. Thierry Malou, 500 soldats. Est-ce que ce chiffre est surévalué, sous-évalué, proche de la réalité ? Relativement précise, il est assez proche de la réalité. On a 550 personnes, je dirais, en souffrance psychologique. C'est-à-dire des gens qui ont un mal-être.
jusqu'à éventuellement un syndrome post-traumatique. Ensuite, ce chiffre, bien entendu, peut évoluer. Ce qui est certain, c'est que du moment où cette blessure est bien identifiée, et là, le médecin en parlera, mais c'est surtout difficile d'identifier une blessure psychologique. Quand vous avez un bras coupé, c'est clair, c'est objectif. Une blessure invisible, c'est relativement subjectif. Il faut trouver donc un attachement, un fait générateur lié au service. Une fois que ce lien au service est identifié, à ce moment-là, eh bien, on suit tout un parcours d'accompagnement. Là, actuellement, nous avons 295 personnels qui sont sur parcours d'accompagnement, avec un peu plus de la moitié de blessés d'Afghanistan, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a d'autres blessés psychologiques de Bosnie, de Sarajevo, du Rwanda, ainsi de suite. Donc, en gros, nous avons actuellement 550 personnels suivis pour un mal-être, pour une souffrance qui peut aller de la souffrance simple jusqu'au syndrome. Une simple dépression à une vraie maladie, on va dire, des maux beaucoup plus graves. Tout à fait. Justement, on va parler de ces symptômes. Jérôme Burnet-Rosier, est-ce qu'en France, est-ce que ce sujet est encore tabou? Est-ce que la parole est libre? Est-ce qu'il y a véritablement un mur du silence, puisqu'il y a peut-être la pudeur et la honte, ou est-ce que c'est l'institution qui est toujours la grande muette? Non, moi j'ai l'impression que depuis l'Afghanistan, la parole se libère. Et aujourd'hui, dans les bataillons, moi je vais vous donner un exemple, le 27e bataillon de chasseurs alpins. Je les ai suivis il y a 4 ans en opération, pendant 2 mois et demi, au combat, avec des commandos, avec la prise de risque, j'ai vu des gens qui s'écroulaient au moment de la mort d'un de leurs camarades. Bien. Et puis j'ai vu aussi l'action qui a suivi directement, des gens aussi qui prennent leurs hommes entre 4 yeux pour leur expliquer ce qui a été ou pas. Chacun a un œil sur l'autre, là-bas dans ces montagnes, en Afghanistan, en Kapisa en particulier. Mais il y a des gens qui n'ont pas vécu des événements tragiques et qui souffrent au retour. Donc ça n'est pas lié à un fait, par exemple avoir vu un copain sauter sur un IED ou avoir même été au combat, et qui souffrent de ce traumatisme-là. Aujourd'hui, dans le bataillon, au 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy, on en parle. Et les gens n'ont pas peur d'en parler, et n'ont pas honte d'en parler. Et je dois dire aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des blessés de guerre pour blessures psychologiques. Voilà. On va en parler, c'est très important, il y a tout le volet de prise en charge, et puis c'est pas tabou parce que vous êtes là, et je vous en remercie, puisque vous avez accepté très rapidement d'en parler, contrairement, on doit le dire, mais évidemment je n'évoquerai pas les noms, d'autres personnes, des responsables politiques qui ont refusé de débattre, parce que selon eux, ce problème est un faux problème. Comme quoi, il y a encore des progrès à faire sur ce sujet. Caroline Fontaine, on va regarder un extrait de votre film, de votre documentaire, intitulé, je le rappelle, Syndrome afghan, les soldats oubliés de la France. Regardez. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de familles de soldats pour donner la parole aux enfants. Ceux que vous allez voir vivent une épreuve hors du commun. Ils souffrent autant que les adultes, mais pourtant jamais on ne les entend. J'ai pas envie que tu partes. Je suis un soldat, c'est mon métier. Et quand j'ai signé aussi pour ça, en connaissance de cause, parce que je savais à quoi je m'engageais, quoi. Il lui a dit que j'étais un super-héros. Oui, mais non, on a dit que personne n'était un super-héros. Non. Tout le monde est... Personne n'est immortel. Non, c'est clair. Bon, faut revenir avec tes 2 jambes, tes 2 bras. Ta tête surtout, hein, faut pas... Jacqueline sait que Gaëtan pourrait revenir traumatisé. Selon le service de santé des armées, il y a actuellement plus de 400 soldats revenus d'Afghanistan qui souffrent de graves blessures psychologiques. Voilà, documentaire très fort, je vais préciser que c'est le vôtre, Jérôme Burnet-Rosier, Papa s'en va en guerre, donc filmé avant que le soldat ne se rende sur le terrain des opérations. Filmé pendant 1 an, et là je remercie au passage France 2 et puis mon producteur, Ligne de Front, qui m'ont donné la possibilité de travailler aussi longtemps avec des familles qui sont aussi, je dois le dire, des amis. Voilà. J'ai été au combat parfois avec certains de ces soldats. Et vous gardez le contact avec eux, vous avez des nouvelles aujourd'hui encore? Mais bien entendu, mais je dois vous dire que ce sont des gens absolument formidables. Mais là, j'ai donné la parole aux enfants, les enfants qui sont souvent dans l'oubli, par contre. On ne pense jamais aux enfants. Et le point de départ de ce film, moi, c'est mon fils. J'ai 4 enfants. L'aîné a 20 ans. Et un jour, je repartais en Afghanistan, il y a 2 ans. Et il m'a dit, puisque tu as toujours voulu mourir pour ton pays, vas-y donc. Et je pense pendant 20 ans, il s'était tu. Il n'avait rien dit. Il m'avait vu souvent partir pour des pays en guerre ou des zones à risque. Je n'ai pas été que militaire, mais j'étais quand même 20 ans. Et j'ai compris, c'était le point de départ. Je me suis dit, s'il y a 20 ans, ça doit ressortir aujourd'hui, c'est que d'autres enfants souffrent aujourd'hui. Et c'est vrai que d'autres enfants souffrent aujourd'hui, beaucoup d'enfants. C'est très important, Patrick de Villers, parce qu'il y a le soldat lui-même, ses souffrances, et puis il y a la famille, il y a les proches, il y a la femme, il y a les enfants. Est-ce qu'aussi vous les écoutez? Je vais dire, entre guillemets, vous les soignez en tous les cas, parce qu'il y a les répercussions de ce mal.
c'est extrêmement douloureux d'être traumatisé psychique, et pour la famille également, c'est très douloureux. Et surtout, enfin, l'évolution, il faut que les gens en parlent. Ils n'en parlent pas non plus à leur famille, parce que ce que disait Caroline Fontaine était tout à fait vrai. Il y a cette rencontre avec la perte d'illusion d'immortalité. La blessure psychique, si vous voulez, c'est un peu une dilacération interne de la mémoire, de sa conception du monde, de ses émotions. Et on se replie. Et ça fait souffrir les familles, parce qu'on évite aussi d'être trop dans l'émotion, parce que ça nous déborde. Alors, on va parler avec Thierry Malo dans un instant du rôle de l'armée et de ce que propose le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, sur ce sujet. On va regarder cette fois-ci le bon extrait de votre documentaire, Caroline Fontaine. Regardez. C'est de la médecine de guerre que je faisais, donc c'était des détresses vitales, mais suite à des blessures de guerre, quoi. On y va ? En apparence, tout va bien. Mais il suffit d'une discussion un peu tendue sur l'Afghanistan avec un collègue pour que les émotions ressurgissent. Pourquoi on irait en Afghanistan plutôt que sur une dictature en Colombie, en Éthiopie, dans tous ces pays-là? Pourquoi? Parce que la menace n'est pas la même, là c'est aux portes de l'Europe. C'est aux portes de l'Europe, donc c'est pour avoir main prise sur le Moyen-Orient, c'est ce qu'on disait aussi. Non. Mais après bon, je pense pas. Ça c'est ma vision. Quand on va là-bas, on se pose pas... Après, c'est vrai que... C'est difficile des fois d'entendre d'avoir perdu autant de camarades. Et d'entendre des gens encore se demander pourquoi on a été là-bas. Caroline, on le voit dans votre film, ce qui est incroyable, c'est que malgré le mal qui les ronge, ils pensent aux autres, à leurs camarades. C'est toujours d'abord l'autre. Oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui est au cœur de l'armée, c'est cette solidarité entre les hommes. C'est ça qui les font aller au combat et c'est ça qui les soutiennent. Et souvent, ils ont aussi la culpabilité, pour ceux comme François qui ont quitté l'armée, justement d'avoir quitté l'armée. Et ce sentiment un peu d'avoir abandonné leurs confrères. Si vous le permettez, je voudrais bien revenir un peu sur ce qu'a dit mon confrère, parce que moi, ça m'a un peu choqué d'entendre dire, alors peut-être les chasseurs alpins sont différents des autres, mais d'entendre dire qu'on en parle comme ça de manière très libre, sans tabou, etc. Je trouve que cette parole ces propos que vous tenez, qui sont un peu la parole officielle de l'armée, elle est contre-productive. Parce que ceux qui n'osent pas, ils sont très nombreux. Et ça, vous le savez tout autant que moi. D'entendre dire qu'on en parle facilement, que c'est très simple, et ben pour eux, c'est une nouvelle violence. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que l'armée en parle de plus en plus, que des progrès sont faits? Tout à fait. Alors là, je suis absolument d'accord avec vous. La parole se libère, ça c'est vrai. C'est toujours difficile, et ça l'est pour nous dans le civil, le syndrome post-traumatique. J'ai rien dit d'autre. Je vous parle d'une unité que je connais bien, oui. Et je vous parle de la réalité aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas parlé des autres unités dans l'armée, et je n'ai pas dit qu'il y avait des gens qui ne souffraient pas en silence. Et chaque cas est différent. Dans cette unité, il y en a quand même quelques-uns qui n'osent pas le dire. Et vous l'êtes peut-être aussi, parce que vous avez été sur une zone de conflit. Et moi, je le suis peut-être aussi, voyez-vous. Oui, voilà. Mais c'est exactement... Donc, je pense que vous vous rejoignez. Évidemment qu'on n'en parle pas facilement dans toutes les unités. Thierry Malo, on va parler, c'est important, de ce qui est à venir. C'est un renforcement du dispositif qui a été annoncé par le ministre de la Défense, un plan santé pour aider ces militaires. Je crois qu'il y a aussi un numéro vert. L'armée prend à bras-le-corps ce sujet. Oui, je crois que c'est important en effet d'en parler, mais c'est pas évident de parler de son mal. On le disait très bien, il y a une certaine fierté, la cicatrice d'une blessure physique, on en parle facilement, on en est même fier. Par contre, ce mal est difficile d'en parler. Donc je pense que petit à petit, on voit bien, on a quand même, on l'a bien senti, on l'a bien expertisé. On a une cohorte de blessés assez importante entre la fin de l'année 2010 et juin 2012, avec des combats violents et avec donc des dommages collatéraux relativement importants sur le plan éventuellement psychologique. Et c'est cette cohorte-là qu'on est en train justement d'anticiper et qu'on voit arriver. Alors, on va bien entendu du mal-être jusqu'au syndrome. Tout le monde n'aura pas un syndrome. Quand on a 550 personnels qu'on a bien identifiés, heureusement, les médecins vont en guérir. Bien sûr. Et puis, moi, je n'aurai peut-être, au sein de la cellule des blessés de l'armée de terre qui va les accompagner, j'aurai peut-être 200 ou 300. Et pour justement bien accompagner ces gens-là, premièrement, la mise en place d'un numéro vert pour que les gens puissent parler. Et on se rend bien compte, et vous avez raison, il n'y a pas uniquement les blessés qui ont besoin de parler, il y a aussi les épouses, il y a aussi les mères.
aussi des parents tout simplement qui nous appellent. Et je peux vous dire qu'actuellement, je peux témoigner du fait qu'il y a souvent des gens très collatéraux du blessé qui Ils vous demandent de l'aide? Oui, tout simplement parce que les réactions de leur mari ou de leur fils sont ils ne reconnaissent plus leurs ils ne reconnaissent pas, ainsi de suite, et ils demandent conseil. J'en ai encore une ce matin, une mère qui m'a appelé en disant qu'est-ce que je dois faire. Donc on voit bien que petit à petit, en effet, ce mur de silence se brise. Derrière, il fallait aussi un guichet unique parce que tout le travail d'accompagnement est très progressif. Un accompagnement d'ordre social, administratif et juridique, parce que ces blessés ont des droits, blessés psychologiques comme blessés physiques et psychologiques. Parce qu'on n'en a pas parlé. Il ne faut pas séparer et faire un effet de loupe uniquement sur des gens qui ont une blessure psychologique. Et donc il y a tout un parcours qu'on flèche, qu'on oriente et pour lequel on va accompagner ces gens-là pour justement qu'ils identifient bien les acteurs. Je voulais vous demander à tous, vous poser la même question, est-ce que ce syndrome est nouveau ou est-ce que il est finalement aussi vieux que la guerre? Seulement aujourd'hui, on pose un mot qui est assez barbare d'ailleurs sur ce mal, sur cette maladie invisible, parce que les anciens de la Grande Guerre n'en parlaient pas, les vétérans du Vietnam, de la guerre d'Algérie en souffraient peut-être de cet indicible. Je crois qu'il était tabou pendant très longtemps, mais l'Afghanistan, si vous voulez, il y a des gens qui reviennent d'Afghanistan et qui ont souffert, vous l'avez dit, en Bosnie, qui ont souffert pendant la guerre du Golfe, des gens qui sont partis pendant longtemps, souvent, des périodes de 6 mois, qui sont partis loin de leur famille, et toujours avec l'idée qu'ils ne pourraient ne pas revenir. Voilà. Et l'Afghanistan est un exutoire. C'est l'exemple qui vient, et à un moment donné, c'est parce qu'on est allé en Afghanistan, je pense que peut-être que le docteur va pouvoir nous le dire aussi, mais c'est un prétexte aussi. Les choses peuvent se libérer, parce qu'on est allé en Afghanistan aussi à un moment donné, mais il y a aussi les fragilités au sein de la famille, il faut gérer tout ça. Sûr, oui. Et pour rebondir sur ce que disait Caroline tout à l'heure, je ne nie pas la douleur, hein, attention. Mais je dis aujourd'hui, il y a un renouveau qui est fait. L'armée a pris conscience de ça, et c'est très récent. Et puis il n'y a pas que l'armée, hein, il y a aussi la nation. Parce que ces gens-là ont besoin aussi d'une reconnaissance. Alors, la reconnaissance, on l'a au sein de l'armée. Certains de nos blessés psychologiques portent un insigne des blessés, c'est-à-dire une décoration au titre de la blessure psychologique. Mais derrière, ils ont besoin aussi que le regard des Français les comprennent et qu'ils soient en mesure de pouvoir parler de l'Afghanistan. Nous avons actuellement des blessés qui n'osent pas dire pourquoi ils ont perdu leurs jambes, qui préfèrent dire qu'ils ont eu un accident de moto, simplement parce que dans le regard des Français, ils sentent très bien que ces gens-là ne sont pas en mesure éventuellement d'accepter le fait qu'ils aient perdu leurs jambes en Afghanistan. À la fin de la Première Guerre mondiale, puisque vous parlez d'histoire, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait 1 500 000 blessés. La France vivait avec ces blessés, elle vivait avec ses 250 000 gueules cassées. Aujourd'hui, on est très très loin de ces blessés de guerre. Et je pense que c'est important, ce qu'on fait justement de venir en parler spontanément, c'est important d'en parler. Il faut aussi qu'on libère la parole, tout le monde, journaliste autant que militaire, vis-à-vis aussi de la population française pour qu'elle reconnaisse. Et je pense que ce sera aussi une des clés peut-être de la thérapie de nos blessés psychologiques. Pour terminer, il y a un enjeu également au fait de passer ce mur du silence et que les gens dépassent l'indicible, qui est lié au traumatisme, la honte dont vous parliez, et puis également pour certains la peur de l'aptitude, qui en fait, bien sûr. Voilà, toutes ces choses-là, il est important de les dépasser parce que plus c'est pris en charge précocement, et meilleur est le pronostic. Bien sûr, et c'est très important d'en parler ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Je retiens aussi cette adhésion de la nation. On sait que, évidemment, la France est fière de ses soldats et on pense à eux ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission politique Preuve par 3. Je vous dis à demain avec plaisir. Luc Châtel, vice-président délégué désormais de l'UMP et toujours ancien ministre de l'Éducation nationale et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir pour commenter bien sûr la crispation autour du mariage gay et puis la décrispation qui reste à prouver à l'UMP. Andrea Bambino de l'agence France Presse, notre partenaire, et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront tour à tour. D'abord Luc Châtel, à quelques jours de la manifestation parisienne, mais enfin, et la mobilisation est nationale des opposants au mariage pour tous. Vous, votre opposition personnelle ne va pas vous conduire à descendre dans la rue. Pourquoi ? Moi, j'ai expliqué à plusieurs reprises ma position. Je suis favorable à une évolution des droits des couples homosexuels et je défends d'ailleurs une proposition de loi qui a été rédigée par mon collègue Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais,
sur une alliance civile, c'est-à-dire l'idée de faire évoluer les droits civils des couples homosexuels. L'amendement mais est en déposé réservant, ce mardi soir, oui. et nous présenterons demain matin cette proposition de loi. Mais je souhaite réserver le mariage à des couples hétérosexuels. Je ne suis pas favorable à l'adoption. Vous ne descendez pas dans la rue, c'était ma question. Parce que, si vous voulez, je crois que ce sont des sujets très personnels sur lesquels chacun trouve ce moyen d'expression. Voilà, ouais. C'est pas la place d'un parlementaire, par exemple, défiler dans la rue. Je n'adhère pas à cette idée. Je pense qu'au contraire, les parlementaires ont toute leur place. Par le passé, il y a eu des rendez-vous importants de manifestations de parlementaires, y compris de droite. Je pense évidemment au grand moment de rassemblement pour défendre l'école libre. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Et je pense que l'UMP a toute sa place, mais à titre personnel, j'ai d'autres moyens d'expression. J'organiserai des débats dans mon département, dans ma circonscription, et je présenterai donc cette proposition de loi sur une évolution du droit civique. Mais je pense qu'il y aura un vrai retentissement, parce que je sens une vraie émotion, et surtout une méthode du gouvernement qui ne convient pas à la gravité de l'enjeu. Mais quand même, le fait de ne pas rejoindre les manifestants dans la rue, c'est une sacrée différence avec votre président, Jean-François Copé, presque votre mentor, j'ai envie de dire. Vous avez mené ce combat avec lui en fin d'année dernière. Écoutez, j'ai soutenu Jean-François Copé parce que je pense que il a tort ce sera d'aller un dans bon la président de l'UMP. Non, je pense que c'est... D'abord, encore une fois, sur des sujets de société, chacun s'exprime comme il le souhaite. Nous avons d'ailleurs une liberté de vote au sein du groupe UMP pour ce projet de loi. Et ensuite, Jean-François Copé a des convictions bien armées. Plus que vous sur le sujet, alors donc. Non, nous avons chacun des convictions. Ah, mais... il est plus convaincu au point d'aller dans la rue, lui. Non, simplement il pense que c'est un bon moyen de se mobiliser face au gouvernement. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde d'ailleurs dimanche sur ce sujet. Donc c'est pour des arrière-pensées politiques en quelque sorte. Non. C'est vraiment parce que c'est un projet du gouvernement, une réforme. Oui, c'est pour empêcher le vote de cette mesure que nous considérons comme inadaptée à la société d'aujourd'hui. Voilà. Vous avez oui à une évolution des droits des couples homosexuels, non à l'adoption et non au mariage que nous souhaitons réserver aux couples hétérosexuels. Vous dites que ça ne correspond pas à l'évolution de la société. Et pourtant, un sondage IFOP pour le Pèlerin magazine montre que les Français sont pour le mariage homo à 60%. Est-ce que c'est un combat d'arrière-garde que vous menez? Non, nous ne menons pas. Encore une fois, certains voudraient caricaturer l'image et la position de l'UMP parce que, et j'ai vu d'ailleurs des propos très, très choquants sur ce sujet. Lesquels? J'ai vu par exemple... Parce que vous choquez beaucoup, c'est vos propos, on va y revenir. On va voir. Mais quand on donne le sentiment que parce qu'on serait contre le mariage homosexuel, on serait, y compris homophobe, on serait opposé. Absolument pas. Nous défendons... Il y a beaucoup d'homophobie chez certains opposants au mariage gay. On le voit sur les sites, on l'entend même parfois. Ils ne sont pas à l'UMP. L'UMP a toujours défendu des positions qui sont des positions contre l'homophobie. J'ai moi-même, au ministère de l'Éducation nationale, promu un enseignement, une sensibilisation à l'homophobie dès le plus jeune âge, parce que c'est un vrai sujet chez les jeunes hommes et chez les jeunes filles dans nos lycées. Justement, c'est l'un des arguments qui est mis en avant par votre successeur, Vincent Payon, qui dit attention à ces débats que veut organiser l'enseignement catholique. D'ailleurs, on parle de l'enseignement catholique, mais j'ai l'impression que les établissements concernés sont assez peu nombreux, finalement. Attention à ne pas stigmatiser les homosexuels à travers ce débat, sachant que les écoliers, les scolaires, les adolescents homosexuels ont un taux de suicide beaucoup plus élevé. Oui, mais précisément, je trouve ce raccourci extrêmement choquant. Le ministre de l'Éducation nationale laisse penser par ses propos que de par l'attitude et les débats dans les établissements scolaires, on pourrait avoir une augmentation du nombre de suicides chez les jeunes. C'est scandaleux de prononcer de tels propos. Ensuite, je trouve un peu curieux qu'un gouvernement qui accepte que dans tous les établissements publics, on organise des débats sur des sujets divers et variés. Je ne vous citerai pas le nombre d'associations partenaires de l'éducation nationale qui organisent des sensibilisations, des débats dans les lycées, et qu'on refuse sur un sujet aussi important que l'avenir de la famille, de son organisation, que le mariage homosexuel, on refuse des débats dans nos établissements scolaires. Vous savez bien qu'il ne s'agit pas de débat en l'espèce. Par exemple, le responsable de l'enseignement catholique, M. Delabarre, a persisté et il a signé aujourd'hui dans une mise au point devant la presse. Et on comprend bien qu'il ne veut pas organiser des débats. Il le dit lui-même. Il pose comme postulat qu'il faut s'opposer à ce mariage pour tous. Non, mais si vous voulez, il faut bien expliquer à nos téléspectateurs que la loi Debré, en gros, qui prévoit la mise en œuvre des établissements privés sous contrat,
il y a un principe fondamental qui est le contrat d'association, mais qui est aussi le caractère propre. C'est-à-dire que dans les établissements privés sous contrat, on ne fait pas qu'enseigner les programmes de la République, on transmet des valeurs. Bien sûr, on est obligé, et ça se passe très bien depuis 50 ans. Et je rappelle qu'il y a 20% des élèves qui sont dans les établissements privés sous contrat, et que l'établissement privé sous contrat fait partie intégrante du service public de l'éducation nationale. Simplement, on doit respecter, et le ministre en premier lieu, ce caractère propre de chaque établissement. C'est-à-dire, mais ça n'a pas été contesté. C'est dans la loi Debré. En étant associé, donc le ministre doit revenir sur la loi Debré. Non, la loi Debré n'a pas dans son évolué. application. Non, elle n'a pas évolué. Certains dans son considèrent que quand principe. on est associé au service public de l'éducation nationale, eh bien, on doit s'interdire une approche confessionnelle et partisane. Mais attendez, il ne s'agit pas d'enseigner, de contrôler ces disciplines. Il s'agit de transmettre des valeurs. Il s'agit d'un projet éducatif qui est d'ailleurs choisi par les familles. Si les familles choisissent délibérément d'inscrire leur enfant dans un établissement privé sous contrat, c'est souvent sur la base d'un projet dénoncent leur projet propre d'établissement. Instrumentalisation. Parfois ça arrive, c'est arrivé. Écoutez, on peut trouvez-moi des établissement exemples. religieux, par exemple, à Saint-Lô. Oui, mais écoutez, trouvez-moi des exemples. Regardez le nombre d'élèves qui sont dans les établissements privés sous contrat. Regardez la façon dont ça se passe depuis 50 ans maintenant dans la loi Debré. Et moi, je regrette qu'on soit dans une logique d'affrontement. On voudrait ressusciter la guerre scolaire, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Non, la gauche vous rassure, il n'y aura pas de guerre scolaire. Voilà ce qu'elle répète. Oui, mais ça, elle dit, ça ne sera pas comme la guerre Copé-Fillon. Ça, ce sont les paroles. Moi, je regarde les actes. Et aller dans le sens de ce que vient de faire le ministre de l'Éducation nationale, demander aux recteurs de dénoncer, j'allais dire, les mauvais chefs d'établissement, c'est-à-dire ceux qui organiseraient des débats qui seraient contre l'avis du gouvernement. Alors d'un côté, on veut enseigner de manière précoce la philosophie, apprendre le débat à nos lycéens, et de l'autre, on refuse un débat sur un sujet aussi important que l'avenir de la famille dans notre pays. Mais dans quel monde vivons-nous? Je pose la question. Voilà, donc là, il y a un clivage clair et net entre vous et Vincent Payon, et il y en a d'autres, évidemment. D'ailleurs, vous avez eu des mots très très durs concernant son action au ministère. Vous parlez d'un noyautage du ministère de l'Éducation nationale. Moi, je juge encore une fois les faits. Préoccupant, j'ai parlé d'une purge, oui, je purge. prononce le mot. C'est pas le cas à chaque alternance des recteurs qui valsent, des inspecteurs généraux qui changent. Pas dans ces proportions. Si vous voulez avoir remplacé les 3 principaux directeurs généraux du ministère, 3 directeurs centraux, l'inspecteur, le doyen de l'inspection générale avant le terme de son mandat, ce qui n'arrive jamais, 14 recteurs qui ont changé sur 30. C'est une véritable purge, y compris jusqu'au directeur de cabinet du ministre qui a été remercié discrètement pendant les vacances scolaires. Donc oui, nous assistons à une reprise en main qui est une reprise en main politique. On voit bien dans les nominations que ce sont des amis proches du pouvoir qui sont nommés, alors que, en ce qui me concerne, mes prédécesseurs et moi-même, nous nous étions interdits de faire ce type de nomination. C'est-à-dire que c'était sur la base de compétences, et nous avons nommé de nombreux recteurs, de nombreux directeurs d'administration centrale qui n'étaient pas du tout proches de l'UMP. Alors, il y a des mots très durs que l'on entend aujourd'hui concernant et contre Vincent Payon. Par exemple, l'avocat et député Front National Gilbert Collard, désormais, il appelle à l'écraser du pied gauche sa porte-bonheur. Voilà ce qu'il dit du ministre Vincent Payon. Ce sont des propos inacceptables. Voilà, je ne me reconnais pas dans ces méthodes, dans ces pratiques. Vous parlez d'une purge politique au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que certains élus de droite font de la résistance contre la réforme des rythmes scolaires? Il y a la moitié des communes en France aujourd'hui qui ont des problèmes matériels, bien sûr, qui sont confrontés à des difficultés d'organisation, qui ne vont pas encore passer à la prochaine rentrée de septembre à la semaine de 4 jours et demi. Est-ce qu'il y a aussi des résistances politiques dans certains départements? Les élus ne font pas de la résistance politique. Les élus qui vont être chargés de mettre en œuvre cette réforme, ils constatent les freins et ils constatent le manque de concertation. Je note d'ailleurs qu'aujourd'hui même, le Conseil supérieur de l'éducation vient de retoquer le texte chargé de mettre en œuvre cette réforme. Ce qui prouve bien, puisque ce sont les organisations syndicales principalement, qu'il n'y a pas eu la concertation nécessaire, et c'est un vrai désaveu pour le gouvernement. Donc les élus locaux... Le fait que la moitié des communes, par exemple, ne suivent pas, demandent un délai supplémentaire, si vous voulez, moi je suis maire une dérogation pour un an. Je suis maire de Chaumont. Mes services sont en train d'évaluer l'impact financier d'une telle mesure. Mais dans mon département de la Haute-Marne, le Conseil général a chiffré à 800 000 €, c'est-à-dire 2,5 points de fiscalité. Qui va payer?
le contribuable. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu l'anticipation et il n'y a pas eu la concertation qui était nécessaire à la mise en œuvre d'une telle réforme. On a eu des débats sur cette réforme des rythmes scolaires que vous aviez lancé d'ailleurs. Absolument. Et d'ailleurs, il y a un consensus sur cette réforme. Il y a un consensus pédagogique. Sur la réforme des rythmes scolaires. Il n'y a pas de consensus sur le petit bout de la lorgnette qui est le rétablissement du mercredi matin. On prend le sujet par le petit bout de la lorgnette. La réforme des rythmes scolaires, ça n'est pas la classe le mercredi matin. La réforme des rythmes scolaires, c'est réfléchir à une meilleure organisation sur l'année. Je vois que le gouvernement a décidé de renoncer à la modification des vacances scolaires. C'est une modification sur l'ensemble de la semaine. Et c'est l'idée qu'au total, on répartisse les enseignements entre les enseignements disciplinaires et les pratiques accompagnées, sportives, culturelles et autres. C'est ça le vrai sujet de rythme scolaire. D'un mot, là, vous donnez quelle note à votre successeur, Vincent Moi, je ne suis pas chargé de noter. Ah bon, quand même, là, vous vous chargez quand même de l'égratigner. Non, mais non, si vous voulez, d'abord, je ne suis pas de ceux qui, tous les matins, font un communiqué pour commenter l'action de mon successeur. Il se trouve qu'en ce moment, je suis sorti du bois, si je puis dire, à 2 reprises sur la question, sur la question des rythmes scolaires et sur la question la circulaire sur l'enseignement privé, parce que j'étais choqué d'une telle attitude. Bon, un mot sur un autre ministre, Jérôme Cahuzac, ouverture ce mardi d'une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. Donc voilà, la justice va tenter de vérifier s'il a détenu ou non un compte bancaire en Suisse. Le ministre du Budget estime qu'il va sortir blanchi, il se réjouit. C'est le sort que vous lui souhaitez ? Mais moi, je ne souhaite rien à personne. C'est-à-dire que je souhaite que la démocratie fonctionne et que la justice fasse son travail. Donc je me réjouis de l'ouverture de l'enquête préliminaire pour que la justice fasse son travail. Nous sommes dans un état de droit. Moi, je n'ai pas d'informations sur ces prétendues accusations. Et donc, je laisse le soin à la justice de mon pays de faire son travail. Que pensez-vous de la défense jusqu'à présent de Jérôme Cahuzac, qui nie en bloc et en détail, selon son expression. Vous ne le croyez pas, vous, sur parole? Non, mais moi, je ne fais pas de procès d'intention comme M. Cahuzac et ses amis en ont fait à l'époque à Éric Woerth. Et je considère que nous sommes dans un état de droit où la présomption d'innocence fonctionne. Donc c'est à la justice, et seule à la justice, seulement à la justice, de déterminer si M. Cahuzac est coupable ou non. D'accord. Pas de tendresse, hein, parce que j'avais quand même noté depuis quelques semaines... une certaine réserve de la droite, à ne pas l'accabler dans cette situation. C'est certain que nous n'avons pas été sur la ligne du Parti socialiste du temps de l'affaire d'Éric Woerth, où vous regrettez plus d'une vingtaine de questions ont été posées à l'Assemblée nationale sur ce sujet en quelques semaines. La moitié d'entre elles exclusivement par le président du groupe socialiste de l'époque, Jean-Marc Ayrault. Voilà. J'aurais aimé que M. Ayrault et ses amis aient la même délicatesse que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de M. Cahuzac. La présomption d'innocence existe. Vous n'allez pas jusqu'à regretter la mansuétude exprimée, manifestée par vos amis vis-à-vis de Jérôme Cahuzac? Non, je ne crois pas qu'il s'agisse de mansuétude. Non. À la fois, on peut saluer les compétences, elles sont avérées d'un adversaire politique, et en même temps est intransigeant sur le fonctionnement démocratique. La justice fait son travail, et c'est elle seule qui décidera de la suite des événements. Alors, Luc Châtel, je vous regarde. Est-ce que vous avez une tête de doublon? Apparemment, peut-être pas plus que Valérie Pécresse. Voici donc aujourd'hui la nouvelle direction collégiale de l'UMP. Après cette longue guerre pour la présidence, on en parle avec notre confrère de l'AFP, Andrea Bambino, dans un instant. Juste avant le point, donc, sur cette nouvelle structure, superstructure, on va dire l'organigramme à deux têtes, Sandra Cerqueira. Est-ce que j'ai une tête de doublure, monsieur El Kabbach? Définition du mot doublure, remplacer quelqu'un si besoin. Alors Valérie Pécresse est-elle condamnée à jouer la remplaçante? Dans les faits, la filloniste sera secrétaire générale déléguée de l'UMP, le double d'une autre blonde, Michèle Tabarot, proche de Copé, elle aussi secrétaire générale. 2 personnes pour un poste et pour un seul maître. Tout ça pour que les deux camps soient représentés, c'est la direction partagée prévue par le pacte de paix scellé en décembre dernier. Idem du côté des vice-présidents, Laurent Wauquiez, le filloniste, sera vice-président aux côtés de Luc Châtel. Une vraie armée mexicaine pour qui travailler ensemble ne sera pas une mince affaire. Ça signifie des conditions de rassemblement, de telle sorte que chacun qui s'exprime à l'UMP, que chacun qui a envie de faire entendre sa voix à l'UMP et qui est légitime pour le faire au sein de la direction de l'UMP, puisse trouver sa place. Le camp Fillon veut la trouver sa place et ne pas faire de la figuration. Mais les copéistes se sentiraient plus légitimes, allant jusqu'à assurer que malgré les apparences, les fillonistes n'auront aucun pouvoir.
que Jean-François Copé va même tout faire pour les marginaliser. À l'UMP, face caméra, tout le monde assure, main sur le cœur, vouloir sortir de la crise. Mais en coulisses, l'ambiance est encore lourde. Et si ça dégénère, l'ancien Premier ministre pourrait ne pas dissoudre son groupe à l'Assemblée, le RUMP. Bien évidemment que ça a été un moyen de pression, puisque si ce groupe n'avait pas existé à l'Assemblée nationale, je ne suis pas certain que nous serions parvenus à un accord. Donc ça a été nécessaire. Très certainement, il aurait été préférable de ne pas devoir en arriver là. Mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Donc maintenant, il faut tourner cette page. Sauf qu'il n'y a pas que les fillonistes à contenter, il faudra aussi laisser des postes aux non-alignés et aux représentants des différentes motions. L'unité de la famille UMP, ce n'est pas encore pour demain.